Eh bien, bonsoir. Bonsoir donc à nos amis. Bonsoir, Bonsoir aux fidèles du Club du Mercredi. Et bonsoir à Olivier Piacentini. Olivier, comment vas-tu? bonsoir Maxime, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de revenir chez vous. C'est un bonheur. Eh ben, écoute, oui, je saluais avant de te saluer toi-même les fidèles du Club du Mercredi, mais finalement, c'est aussi à toi que je m'adressais, puisque ce n'est pas la première fois que tu passes sur notre chaîne YouTube. Je te remercie d'avoir accepté le principe de ce nouvel entretien. Et tu nous fais le plaisir de participer, notamment parce que tu as un parcours un peu différent des penseurs classiques qui nous intéressent, notamment parce que tu es un homme d'entreprise, notamment parce que tu es passionné, spécialiste d'histoire, passionné de géostratégie, et que tu es déjà l'auteur de nombreux livres aux éditions de Paris, de nombreux livres, dont notamment donc OPA sur l'Élysée, le livre noir du socialisme français et tu avais Vers la chute de l'Empire occidental. Et là, tu as sorti un dernier livre que tu as eu là, enfin du moins ta dernière parution, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer, donc j'en profite pour te remercier, aux éditions de Paris toujours, c'est donc Le Mirage mondialiste, ici, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, Le Eh ben, Mirage c'est fait. mondialiste, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire parce que, et on va y revenir tout au long de cet entretien, ce livre a vraiment un profil particulier par rapport à la littérature classique de notre camp. C'est-à-dire que, je te le dis comme je le pense, c'est un livre qu'il faut mettre entre toutes les bonnes mains de personnes qui cherchent à se former rapidement et efficacement à la cause nationale, à comprendre rapidement, efficacement également ce qui est arrivé à notre pays sur ces dernières années et à bien cibler quels devront être nos combats et quels sont et seront nos ennemis demain. Et ça, c'est un exercice auquel beaucoup d'auteurs se sont prêtés, mais peu l'ont réussi aussi bien que tu as été capable de le faire. Donc, dans ce livre, Le Mirage mondialiste. C'est ce pourquoi cet entretien va être à la fois dense et court. Je le veux sur ces deux caractéristiques, car je n'ai pas pris la totalité de tes chapitres pour revenir sur chacun. Il ne s'agit pas non plus d'en dévoiler tout le contenu à nos auditeurs. Mais néanmoins, j'espère que cette heure d'entretien, peut-être un petit peu plus, sera utile pour nos auditeurs pour se former aussi à l'aide de tes propos. Alors, ma première question, Olivier, elle fait écho bah là, pour le coup, au début de ton livre. Tu parles d'une chanson à l'époque, donc chantée par Michel Fugain et le Big Bazar en 1971, qui s'appelait Les Gentils et les Méchants, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, chanson Les Gentils et les Méchants, qui est intéressante puisque elle reprend sur quelques couplets les caractéristiques de l'homme de 1971, ses qualités, ses défauts, et elle pose bien le tableau des valeurs de l'époque. Et tu te prêtes avec beaucoup de malice à un exercice de comparaison avec finalement les textes actuels, les textes de rap, de chansons populaires actuelles, et bah, tu fais le constat il y a eu une inversion des valeurs, qu'il y a un changement dans la perception de qui est gentil, qui est bon. Et donc, j'avais envie de te demander, peux-tu, s'il te plaît, revenir sur le contenu de ces chansons, sur ton analyse, et nous dire bien comment cette inversion des valeurs s'est opérée et en quoi la chanson populaire est intéressante pour bien saisir cette inversion des valeurs. Oui, j'ai trouvé que cette chanson, en fait, résumait ou condensait un petit peu tout le propos de mon livre. Parce que mon livre, en fait, sert d'abord à démonter le système mondialiste dans la plupart de ses aspects. Et puis, il sert à montrer comment est-ce que cette idéologie mondialiste se distille dans les esprits. Alors, pas seulement à travers des auteurs, pas seulement dans les milieux intellectuels, pas seulement sur les questions économiques, sociales, sociologiques, etc., mais dans les esprits populaires, je dirais, comment cette idéologie arrive à infuser les esprits sans en avoir l'air, en se glissant partout dans le divertissement, la chanson, le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo, la télé-réalité qui est un format nouveau, mais aussi le foot, enfin, à peu près tout. Alors, cette chanson de Fugain, je l'ai prise en exemple. Alors, d'abord, il faut savoir qu'à mon époque, donc, les étudiants de droite dont je faisais partie, on avait l'habitude, quand on était en soirée, au comptoir, qu'on avait commencé à boire un petit peu, on avait l'habitude de chanter Les lacs du Connemara, Michel Sardou. Alors, je ne sais pas si la chanson est restée pour les jeunes de droite, et les jeunes de gauche chantaient Les gentils, les méchants de Fugain. Et cette chanson, je trouve qu'elle résume une grande partie de mon livre en quelques mots.
puisque c'est une chanson donc, en 1971, avec Michel Fugain qui chantait avec le Pic Bazar, une bande de jeunes chamarrés, habillés de toutes les couleurs, qui symbolisait un petit peu une bande de hippies, des hippies gentils, des hippies aseptisés, qui passaient dans tous les foyers, je dirais. Pas le hippie tape dur que les gens regardaient de travers. Bon. Et cette chanson nous présente les gentils de l'époque. Donc, le gentil de l'époque, c'est le patriote, le père de famille, le bon chrétien, celui qui aime son travail, bon, le premier de la classe, comme il est dit dans la chanson. Et la chanson se moque du gentil de l'époque. Et par contre, elle valorise celui qui est le méchant de l'époque, donc l'époque Pompidou, hein, on sort de Gaulle, c'est l'époque Pompidou. Le méchant de l'époque, ben, la chanson dit, c'est celui qui gaspille son argent, celui qui roupille au dernier rang, celui qui ne pense qu'à s'amuser, qui ne pense qu'à jouir, celui qui aime faire l'amour avec n'importe qui et n'importe quand, etc. C'est ce que dit la chanson. Bon. Et je me suis aperçu que, finalement, cette chanson a eu un effet prophétique, entre guillemets, puisque 30 ans après, eh ben, les gentils sont devenus les méchants, c'est les réacs, c'est les fachos, voilà, c'est les tristocirs, etc., les rabat-joie, les nationalistes, tout ce que tu veux. Et les méchants de 1971 sont devenus les gentils. C'est les progressistes, c'est ceux qui aiment jouir de la vie, c'est ceux qui aiment s'amuser, c'est ceux qui aiment, je dirais, profiter de la vie, consommer, gaspiller. Voilà, c'est les progressistes, quoi. Enfin, c'est comme ça que les progressistes aiment à se décrire. Et donc, à travers cette chanson, c'est l'introduction du livre qui veut montrer comment, je dirais, tous les outils de la culture populaire qui, pour l'essentiel, sont entre les mains de notre principal ennemi, qui est la superclasse mondiale, qui est, je dirais, l'ensemble des forces qui diffusent cette idéologie mondialiste progressiste, eh bien, à travers ces canaux de propagande, hein, que sont les médias d'information, ça on le sait, mais également Hollywood, les productions de chansons, les productions de séries télé, etc., les télés, eh bien, comment est-ce qu'elle infuse dans nos esprits et comment est-ce qu'elle parvient à changer nos comportements et nos façons de penser sans même qu'on s'y rende compte. Et donc, j'ai voulu que ce livre soit un miroir de ce que nous sommes devenus à force de voir un petit peu tout ce qu'on nous sert. Alors, tu poursuis en disant que, si j'ai bien compris Olivier, en fait, une attaque a été menée par les modernistes, enfin par les mondialistes, contre l'homme moderne, et que ça a accouché de l'homme du postmodernisme. Absolument, tout à fait. Alors, peux-tu, s'il te plaît, de façon la plus pédagogique et la plus simple possible, nous définir les trois termes de mondialiste, moderniste et postmodernisme? Alors, le mondialisme, en fait, voilà, il faut distinguer mondialisation et mondialisme. La mondialisation, c'est un fait. Qu'on soit pour ou contre, c'est comme ça. On communique beaucoup plus vite avec n'importe qui, donc on peut avoir des amis qui sont au Japon, en Thaïlande, en Afrique, et converser avec n'importe qui sur Terre en quelques instants. On peut se déplacer très facilement, enfin plus depuis un an, mais bon, alors, en temps normal, si tant est que ça revienne, on peut se déplacer en quelques heures et aller à l'autre bout du monde, rencontrer des civilisations qui nous sont complètement étrangères. On peut acheter des produits en quantité qui viennent du bout du monde et on en achète de plus en plus, malheureusement, justement, au détriment de nos entreprises nationales. Ça, c'est la mondialisation. Alors, la mondialisation, c'est un fait. Mais cette mondialisation, moi, ce que je dis, c'est qu'elle aurait dû porter le contraire du mondialisme. Le mondialisme, c'est une idéologie qui existe depuis très, très longtemps, qu'on peut faire remonter à Diogène le Cynique, c'est-à-dire pendant la Grèce antique, à peu près de l'époque d'Alexandre le Grand. C'est, je dirais, la volonté de démolir les frontières, de fusionner les peuples en un seul et d'abattre également non seulement les frontières physiques entre les pays, entre les peuples, mais également les frontières morales, le beau, le laid, le bon, le mauvais. Dans la mesure où on est ouvert à tout, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui est sacré, il n'y a plus rien qui relève, je dirais, de valeurs intangibles, mais devient, je dirais, relatif. Et c'est l'abattement de tout ça qui est l'idéologie mondialiste qu'on nous sert depuis à peu près 50 ans, je dirais depuis l'époque de la fameuse chanson de Fugain. Donc ça, c'est le mondialisme. Le mondialisme, entre autres, a fait basculer
notre civilisation des temps modernes vers les temps postmodernes. Les temps modernes, c'était quoi? C'était l'époque avant, je dirais, c'était quand l'homme croyait au progrès, pensait que les sciences allaient nous conduire au progrès, quand l'homme croyait à la valeur du travail, croyait à la valeur de l'effort, croyait en des valeurs qui relèvent du droit naturel, des valeurs morales qui fondent véritablement la société. L'homme moderne, c'était un homme qui, je dirais, était sûr de lui, sûr de ce à quoi il croit et ce à quoi il ne croit pas, sûr aussi, il avait confiance dans l'avenir et dans les institutions. Il était capable de sacrifier une part de sa liberté ou une part de ses envies parce qu'il était à peu près sûr que ça rentrait dans, je dirais, une mutualisation de la liberté qui allait lui profiter par ailleurs. C'est-à-dire, il pensait qu'en abandonnant une part de ses envies, de ses besoins à la société, la société lui apportait un plus. Je veux prendre un exemple très simple. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-père qui était poilu pendant la guerre de 14, qui a eu la Légion d'honneur. Mais mon arrière-grand-père, toi, pour te prendre un exemple très simple, quand il ne recevait pas sa feuille d'impôt à temps, il courait à la perception pour demander comment ça se fait qu'il n'avait pas sa feuille d'impôt. Bon, il me semble qu'on rencontre beaucoup moins de gens comme ça à l'époque actuelle. Et pourquoi? Parce que pour mon arrière-grand-père, payer ses impôts, ça veut dire contribuer à quelque chose qui faisait progresser, qui faisait que des gens du fin fond de la campagne comme lui, avaient l'instruction, pouvaient avoir l'instruction, pouvaient avoir, je dirais, du travail, pouvaient profiter véritablement de services de l'État. Entre le début de leur vie et la fin de leur vie, ces gens-là ont senti la différence et tout le progrès qui venait, je dirais, de l'amélioration des conditions de vie, de la science, mais aussi de l'implication de l'État dans la société. L'homme postmoderne, c'est justement l'homme de la mondialisation sauvage, je dirais. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne croit plus en rien, qui ne croit plus que ses valeurs sont des valeurs cardinales, intangibles, indépassables, qui pense que tout peut être mis en question parce qu'à tel endroit, dans le monde, tel peuple ne pense pas comme ça, voit les choses différemment. Bon, c'est en plus un homme qui, si tu veux, est beaucoup moins en prise avec des valeurs morales et des valeurs civiques qui lui ont été inculquées et qui est beaucoup plus centré sur ses envies, ses besoins propres, qui est infantilisé en quelque sorte, qui a un espèce d'égotisme narcissique beaucoup plus fort et qui donc n'a pas envie de céder une part de, je dirais, ce qu'il considère comme nécessaire à son épanouissement à la société. Et il se sacrifie beaucoup moins volontiers, je dirais, aux impératifs qui lui sont imposés par l'État, par la société. Donc, nous sommes entrés avec ce postmodernisme dans une ère de doute, d'incertitude, une ère, je dirais, d'individualisation et d'atomisation croissante de nos sociétés qui font qu'il y a une perte de repères généralisée et que les gens ne croient plus en l'avenir, ne croient plus à grand-chose. Et c'est ce qui explique, je dirais, que ce postmodernisme s'accompagne d'un besoin toujours plus grand d'assistanat social. C'est ça qui est curieux. Mais on pense que dans la mesure où tout nous est ouvert, qu'on peut faire tout et n'importe quoi, que absolument il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de normes auxquelles on doit se conformer, on peut faire ce qu'on veut. Et donc on a besoin d'un filet de protection parce qu'on sent qu'on peut glisser à tout moment avec des expériences pas toujours, je dirais, pas toujours heureuses, et on se donne les moyens de pouvoir basculer facilement avec un filet de protection qui est cet assistanat social qui, suivant les théories de certains hommes de gauche dits progressistes, permet aux gens de pouvoir s'émanciper, c'est-à-dire en gros de faire tout ce qui leur passe par la tête en ayant un filet de sécurité derrière qui les protège. Voilà. C'est exactement comme ça que je vois l'évolution entre le modernisme et le postmodernisme. Et je pense que, même si tout n'est pas à jeter, bien entendu, ça même, je dirais, quand on voit la chanson de Fugain, par exemple, ça partait de quelque chose de réel, c'est-à-dire peut-être l'envie que la société soit un peu moins verticale, un peu moins autoritaire, dans les relations au travail, dans les relations avec la politique, dans les relations en famille. Et puis, je pense que la vague a été beaucoup trop loin et remet en question tous les piliers de notre société
Et cette ère postmoderne est une ère de grand doute où l'homme, véritablement, parfois, à vouloir être trop libre, finit par se sentir très seul et sans repère. Mais alors, c'est justement ce qui est intéressant. Ton explication me fait penser une citation de Régis Debray. Tu sais, il avait cette formule de dire à chaque fois que vous provoquez un déracinement, vous libérez un contre-enracinement. Et là, par cette transformation du moderne vers le postmoderne, oui, tu as un déracinement total qui a été provoqué, mais pour autant, on n'a pas la sensation qu'un contre-enracinement ait eu lieu. Ou alors, on n'a peut-être pas su le voir. Est-ce que tu as décelé quelque chose en rapport avec ce contre-enracinement, ou est-ce que tu me suis pour dire que pour l'heure, on ne l'a pas eu, ce qui voudrait dire que dans le camp de nos idées, c'est potentiellement un message d'espoir qui est de dire qu'il arrive. Ou alors, il n'adviendra jamais, auquel cas Régis Debray s'est trompé. Ça m'étonnerait. Pour le moment, il n'y a pas de contre-enracinement. Il n'y a pas justement, les hommes sont totalement déracinés de tout, totalement face à eux-mêmes, mais à un eux-mêmes qui n'est pas un eux-mêmes qui se construit, je dirais, en pensant à l'avenir, qui se construit en étant nourri par, je dirais, des références au passé, des références à un environnement familial ou autre. Non, c'est une personnalité qui est censée se construire au jour le jour à travers une série d'envies, d'actes composes, etc. C'est un peu l'aboutissement de l'existentialisme de Sartre. Sartre disait que chacun écrit sa vie un petit peu comme, je dirais, un écrivain devant sa page blanche. C'est-à-dire on part de rien et on construit sa vie avec une série d'actes qui tiennent d'où on ne sait pas, qui sont des expérimentations, voilà, que chacun peut faire, tout simplement parce qu'effectivement, le progressisme, le mondialisme, le postmodernisme refusent l'héritage et l'expérience du passé. Il considère que tout ce qui vient du passé ou de l'environnement direct est en quelque sorte, je dirais, une influence qui est une aliénation, c'est-à-dire qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça que petit à petit, l'enseignement de l'histoire, par exemple, décroît dans les écoles, dans la société en général. Mais là où je te dis que le mondialisme aurait dû mener à tout son contraire de ce qu'il est, c'est que moi, je pense que dans un contexte de mondialisation, les peuples, au contraire, les peuples ont un besoin encore plus grand de souveraineté. Les peuples ont un besoin encore plus grand d'identité pour savoir qui on est dans ce monde complètement ouvert où on est tout de suite confronté avec les autres. Et c'est tout l'enjeu de ce bras de fer qui devient de plus en plus, qui éclate de plus en plus au grand jour entre les mondialistes et les populistes. Les populistes qui sont en quelque sorte les anti-mondialistes, ou alors plutôt qui voudraient voir la mondialisation aller dans le sens d'une plus grande souveraineté et d'une plus grande identité des peuples. Ce qui, à mon avis, est l'inclinnation naturelle de la mondialisation. De sorte que si tu te rends au Pakistan, tu passeras une soirée avec un Pakistanais. Tu n'iras pas à McDonald's au Pakistan. Tu n'iras pas. Complètement. Mais alors, ça me fait rire. Je repense toujours à. J'avais vu une publication d'une amie sur Facebook qui était partie en Mongolie pendant quelques semaines pour se ressourcer. Voilà. Elle se ressourçait en Mongolie. Bon, elle faisait quand même remarquer que la Mongolie, c'est sympa. Enfin, c'est un gros défaut tout de même, c'est qu'il n'y a pas le Wi-Fi. Et bon, McDonald's, c'est encore là qu'on y mange le mieux. Bon, bah, quel est l'intérêt de partir à l'autre bout? Un des sacrés goûts, hein, quand même. Quel est l'intérêt de partir alors, c'est amusant ce que tu me dis. C'est amusant ce que tu me dis, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans des pays un petit peu, je dirais, entre guillemets, underground. Et j'ai passé 3 semaines à Cuba. Mais alors, j'ai fait une première nuit à l'hôtel, j'étais avec un ami. Hein. Et puis ensuite, on est resté tous les jours chez l'habitant. Pour nous, d'entrer chez les gens, bon, il faut avouer qu'on leur amenait peut-être certaines choses qu'ils n'avaient pas accès tous les jours. Mais en tout cas, ça a été l'occasion de rencontres véritablement extraordinaires. Et ça, c'est la mondialisation que j'aime. C'est-à-dire qu'on va effectivement au contact des autres, on se découvre, on voit à quel point nos vies, nos façons de voir les choses sont différentes, mais aussi à quel point nous sommes quand même des êtres humains et on arrive à se comprendre. C'est très important, c'est-à-dire que c'est à la fois, je dirais, la différence, mais c'est aussi à la fois ce qui nous rapproche, qui est important. Il est bien évident que si j'avais passé 3 semaines à Varadero sur la plage, dans un hôtel club, bon, mes vacances auraient été beaucoup moins enrichissantes, on va dire. Et puis j'ai reproduit les mêmes choses en Bolivie et au Mexique. Je pense effectivement, moi, que la mondialisation
amène naturellement à un besoin d'identité et à un besoin de souveraineté plus grand. Et la preuve, c'est que la montée des populismes se fait à rebours de toute la propagande massive que je décris dans mon livre, qui cherche au contraire à transformer l'homme en un homme nouveau, l'homme du mondialisme, l'homme du progressisme, qui est complètement nouveau, qui est censé être complètement nouveau par rapport aux générations précédentes. Il dit c'est censé être un homme de rupture. Et je constate que ça a peut-être pris pendant un certain temps, tant qu'il s'agissait de libérer un petit peu du carcan de conventions et de normes sociales et morales qui étaient peut-être un peu trop lourdes. Et puis, au-delà d'un certain degré, les gens n'y adhèrent plus et voient bien que tout ceci est un mirage, comme je le dis dans le livre. Et donc, nous sommes aujourd'hui face à des mondialistes qui ont l'avantage de détenir une grande partie du pouvoir, à la fois parce qu'ils détiennent les clés de l'économie, ils détiennent les clés des médias, donc de la propagande, ils détiennent aussi un certain nombre de gouvernements et d'institutions qui sont à leur solde, mais ils ont le gros désavantage aujourd'hui d'être vraiment perçus de plus en plus par les populations occidentales comme des apprentis sorciers et des gens qui nous mènent vers un nouveau monde effrayant, qui donne le vertige. Et donc, je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous entrons vraiment dans l'ère d'un combat ouvert entre les mondialistes et les souverainistes ou les populistes, enfin, appelle-les comme vous voulez. Alors, il y a un espace dans lequel, selon toi, ce combat se joue, c'est la ville. Tu fais une vraie distinction entre la ville et l'influence de la ville et la vie à la campagne et l'influence de la campagne sur donc, la vie des Français, des Européens, des Occidentaux de façon élargie. En quelques minutes, ta différence entre les deux repose sur quelle thèse principalement? Ah ben, c'est évident que l'urbanisation massive qui a eu lieu quelque part entre les années 30 et les années 80-90, et qui se poursuit aujourd'hui, même à un rythme moins fort, mais enfin qui se poursuit, favorise le mondialisme, ça c'est évident. Pour la simple et bonne raison que quand on vivait pour l'essentiel dans le monde rural, ben, on est soumis déjà à un temps qui est cyclique, qui est le temps des saisons. Hein, on est soumis, je dirais, aux forces de la nature, parce que bon, souvent, quand on vit en milieu rural, c'est l'agriculture qui domine les activités, et donc c'est la nature, le rythme de la nature qui s'impose. C'est aussi, je dirais, un monde, un univers qui est beaucoup plus clos, hein, où il y a encore, je dirais, des autorités locales qui se font entendre, qui sont encore écoutées par rapport au monde de la ville où on est plus anonyme, on est moins aux prises avec l'influence familiale, l'influence, je dirais, du milieu, et on a l'impression de vivre dans quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, qui, je dirais, une liberté beaucoup plus grande, ne fût-ce que par les rencontres qu'on fait tous les jours, de gens nouveaux. Donc, évidemment que, et puis beaucoup plus également de gens d'origine étrangère. Donc, il est bien évident que, à l'appui du mouvement mondialiste, l'urbanisation a joué un rôle très important. Très important. Vous parlez de Beat Generation en lien avec la vie en ville. C'est quoi la Beat Generation pour vous? La Beat Generation, enfin, c'est tout le courant hippie, hein, si tu veux. Hein. Donc, c'était dans les années 60 l'extrémité, je dirais, de l'exemple de se déraciner de cet homme nouveau que prônaient les structuralistes, les existentialistes, etc. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'a plus aucune référence que ce qui lui passe par la tête. Et ça se voyait. Alors, le hippie, il y avait de plus en plus de communautés hippies dans les années 60-70, surtout aux États-Unis. Alors, elles étaient très minoritaires, hein, mais beaucoup de jeunes les voyaient avec une certaine sympathie à travers la musique, à travers le street art, etc. Bon, et se sentaient un peu hippie, peut-être le temps d'un week-end avec ses grands festivals, Woodstock, etc. Donc, sans rallier complètement le mouvement hippie, il y avait une sympathie et de temps en temps, on se mettait au milieu d'eux. Bon. Mais à quoi on voyait que c'était vraiment cet univers mondialiste? Mais bon, on le voyait, la plupart des communautés hippies ne faisaient pas de politique, elles ne développaient pas des théories politiques, mais leur façon de vivre et d'être traduisait quelque chose de politique. Les hippies s'habillaient en prenant, par exemple, un sombrero mexicain, un boubou africain, des sandales indiennes, etc. Enfin, on empruntait un petit peu à toutes les cultures pour s'habiller sans suivre
les canons, je dirais, de l'élégance et du style qu'on a en Occident habituel. Donc, on abandonnait toutes les normes, toutes les conventions. Dans sa vie, on refusait également la vie familiale et on vivait en communauté, y compris des communautés basées sur les partages d'expériences sexuelles. C'était la drogue, c'était aussi le refus du travail. On aimait en fait subsister par soi-même à travers une vie itinérante avec des roulottes qui se baladaient comme ça, qui arrivaient dans les villes. Bon, des comportements parfois un peu outranciers en public. Donc tout ça illustrait le mondialisme, c'est-à-dire on ne se réfère plus à la culture occidentale et aux valeurs occidentales, on fait ce qui nous plaît en puisant un petit peu partout, on n'obéit plus aux règles morales qui avaient cours, aux conventions, mais on fait ce qu'on a envie, quand on a envie, et je dirais que sans jamais faire de théorie politique, les hippies donnaient quand même une indication très claire de ce que devait être leur société idéale de demain. Et à travers toute cette culture hippie qui, encore une fois, se diffusait, parce qu'il y avait beaucoup de chanteurs, de groupes de musique et d'artistes qui, je dirais, s'inspiraient du courant hippie, eh bien, ce mode de vie ne s'est peut-être pas imposé, mais en tout cas, c'est petit à petit distillé dans nos vies, et en quelque sorte, même toi et moi, eh bien, on a un petit peu quelque chose de hippie dans nos têtes par rapport aux générations passées. Ça a quand même gagné un petit peu les esprits de tout le monde, dans le sens que, bon, ben, il y a qu'à voir. Enfin, je veux dire, là encore, je peux te parler des générations comme celle de mon grand-père ou de mon grand-père, etc., qui partaient à la guerre joyeux, on va dire, enfin, qui savaient qu'ils allaient défendre leur patrie, etc. Bon, ben, évidemment, avec tous ces courants que je viens de te décrire, la guerre, c'était vraiment, et l'armée, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc, bon, ben, tu vois, on a quand même, il y a eu une dérive de nos sociétés dans ce sens-là, et ça a eu un impact. Le mouvement hippie a créé un choc avec le reste de la société qui a pu évidemment susciter l'effroi d'une grande partie de la population, mais peu à peu a su rallier un certain nombre de suffrages, on va dire, et faire évoluer la vie des populations. Alors justement, tu parlais de culture hippie. J'avais des questions sur un volet culturel à t'adresser. Tu dis notamment qu'on est passé de la culture à l'entertainment. Est-ce que, comment juges-tu plutôt la dernière cérémonie des Césars et la fantastique prestation de Corinne Maziero? Était-ce vraiment la fête de la culture et du cinéma français, ou était-ce simplement le temple de l'entertainment qui s'exprimait sur Canal+? Oui, enfin, de l'entertainment, même l'entertainment, j'ai connu mieux. Même dans le style en matière de titre, on a fait mieux. Voilà. Oui, moi, j'ai connu quand même les cérémonies des Césars des années 70-80, mais je trouve que quand même, dans le genre, c'était de l'entertainment aussi. Pas de la haute culture, mais enfin, quand même, les gens savaient se tenir, les stars étaient admirés. Romy Schneider, je pourrais te dire, pour citer les gens de mon époque, Alain Delon, Philippe Noiret. Bon, ben là, quand on voit Corinne Maziero, je veux dire, entre le physique et le mental, il n'y a pas grand-chose qui attire. Je suis vraiment désolé, je vais me faire insulter par toutes les féministes et compagnie. Enfin, je ne pense pas qu'elle nous regarde, Olivier. Non, mais c'est pas grave, un peu me regarder. Moi, j'en ai rien à faire. De toute façon, j'ai déjà écrit un article là-dessus qui a été publié dans les postes laïques. Donc, et alors, on a échappé au pire. Parce que tu sais ce qu'elle avait l'intention de faire. Non, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Je vais prendre quelque chose. Alors ça va être l'anecdote un peu amusante. Elle avait l'intention d'uriner et de déféquer sur scène. Et c'est tout l'entourage qui l'en a dissuadé. Voilà. On a échappé à ça. C'est elle-même qui l'a dit, c'est pas moi. J'ai rien inventé du tout. Donc je trouve vraiment. Enfin, je veux dire, on est dans une société, si tu veux, qui, effectivement, tu l'as dit, c'est une partie de mon livre, a transformé non pas la culture, mais même le sens du mot culture. C'est-à-dire qu'avant, la culture, c'était quelque chose qui élevait l'esprit, qui élevait les critères de la beauté, les critères de l'élégance, du charme, du chic, du beau, de l'intelligent, du profond. Bon, et puis on est passé à l'entertainment, c'est-à-dire que tout est devenu culture. Tout ce qui distrait, tout ce qui fait passer un petit moment, c'est de la culture. Bon. Et puis petit à petit, donc c'est devenu l'ensemble de nos comportements, c'est-à-dire notre culture. Je bois un Coca-Cola, eh ben, je fais de la culture. Et c'est Andy Warhol qui avait parfaitement saisi, je dirais, cette idée-là en peignant des bouteilles de Coca-Cola et en faisant des tableaux à la base de ça. Bon, eh ben, au final, on arrive à quoi aujourd'hui? On arrive à ce que, effectivement, une Corinne Maziero est une star. Bon, je ne connais pas ses talents d'actrice, mais enfin, bon, le peu que j'ai vu me dissuade d'aller plus loin.
De toute façon, maintenant, même des stars du porno deviennent des stars à égalité, je dirais, avec des acteurs reconnus, n'est-ce pas? Nous avons, je dirais, des artistes contemporains qui vendent rien, qui vendent du vent, des choses même qui sont censées être simplement choquantes ou provoquer une réaction, c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Le tel a mis un plug anal place Vendôme ou devant le château de Versailles, c'est pour provoquer une réaction. Bon. Il suffit que ça provoque une réaction. Bon. Mais c'est pas comme ça que j'appelle l'art et la culture, hein, de mon point de vue. Enfin, suivant mes critères, et encore, suivant les critères de beaucoup de monde, malgré tout. Tu as un artiste italien, très connu dans le monde de l'art contemporain, qui s'appelle Manzoni, qui a vraiment trouvé la martingale. Hein. Il vend ses excréments dans une boîte en plastique. Mm-hmm. Et ça se vend évidemment très cher. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour te dire à quel niveau descend l'art, ce qu'on appelle l'art aujourd'hui. Hein. Comment tu peux comparer ce que tu vois et ce que je viens de te citer, mais même plein d'autres choses, hein, sans aller jusqu'à de telles outrances, avec Michel-Ange, avec Monet, avec Poussin, et j'en passe, et des meilleurs. Bon. Oui, la différence se fait peut-être sur l'aspect populaire de la chose. Hein. C'est que quand tu parles d'art contemporain, c'est peut-être la critique qui est faite souvent à l'art contemporain, qui est à nuancer quand même. C'est que ça s'adresse à un public très restreint, qui a connaissance de tous les codes et qui va être capable de comprendre le dialogue qui s'installe avec l'art contemporain et qui va être capable éventuellement de l'apprécier. Et c'est vrai que le gros problème de l'époque, c'est qu'on veut faire de ce dialogue-là, qui est réservé à même pas 1% de la population, parce qu'avoir tous les codes, il faut quand même y aller. Et moi, je ne me considère vraiment pas dans ce demi-pourcent de la population, loin de là. On veut finalement imposer ce dialogue-là à la population et remplacer l'art populaire par ça. Bah non, oui, c'est pas possible. Et ça suscite, et ça fait écho, tiens, ce mouvement de contre-enracinement dont on parlait tout à l'heure. Il y a des points sur lesquels il y a encore un mouvement de rejet naturel où on se dit non, tout, mais pas ça, là, c'est pas possible. Corinne Maziero à poil, ça passe pas. C'est pas une œuvre d'art. Ça passe pas du tout, surtout à une heure de grande écoute, un peu comme ça, bien entendu. Ça, tu as bien raison. Mais même concernant l'art contemporain, je suis désolé, je partage pas tout à fait ton analyse. Parce que c'est un art qui va dans l'outrance, alors comme tu dis, avec des codes qu'on est censé, je dirais, avoir et qui ne sont pas à la portée de tout le monde, c'est ce que tu as l'air de dire. Mais alors, ça devient un petit peu, si tu veux, l'étalage du snobisme d'une certaine catégorie qui prétend avoir les codes et qui prétend imposer ça aux autres en disant, mais tu vois, moi je comprends, toi tu comprends pas, donc sous-entendu, moi je fais partie de la vraie élite actuelle, alors que toi, tu es toujours dans l'habituel, ce qu'on a l'habitude de voir, et tu ne comprends que les choses qui sont en quelque sorte à la portée de tout le monde, parce que les plafonds de la chapelle Sixtine, tout le monde voit bien que c'est beau. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être, je dirais, un grand expert en art pour apprécier immédiatement la valeur de ça. Alors qu'effectivement, le fameux plug anal qui est, je ne sais où, Place Vendôme, le tel va te dire que lui comprend bien ce que ça veut dire. Et donc, on est encore dans un phénomène, si tu veux, de sécession d'une partie de la société par rapport au reste en disant « moi, je comprends ce qu'il veut dire ». Et la plupart, non. Donc, tu vois, on est toujours dans ce système, si tu veux, d'atomisation. Ça participe de l'atomisation de la société, c'est-à-dire que le fameux pourcentage qui dit qu'il a les codes, mais est-ce qu'il a vraiment les codes ou est-ce qu'il a simplement le code de dire « ah ben, je me place au-dessus du convenant » avec une forme d'art qui a quand même une portée qui est celle un petit peu d'insulter l'art que la plupart des gens comprennent et ce que la plupart reconnaissent comme l'art. Parce que quand tu mets ce fameux plug anal, je ne sais pas si tu l'as vu, ce plug anal vert sur la place Vendôme, que tout le monde reconnaît comme une merveille, ou dans l'entrée du château de Versailles, que le monde entier considère comme un chef-d'œuvre absolu, ben, tu insultes, si tu veux, l'intelligence esthétique des gens normaux. Et j'ai l'impression que ça participe plutôt, justement, encore une fois, de cette atomisation de la société à travers des catégories qui s'entrechoquent et qui considèrent que c'est moi qui sais tout, toi tu sais rien, etc. etc. Non, mais tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en ça d'ailleurs que c'est criminel. C'est que quand tu fais ça, tu dis le bon goût, ce qui se fait de bien dans les milieux de gauche, c'est de dire que c'est beau. Donc par mimétisme, les personnes qui comprennent rien, vous n'avez qu'à dire que c'est beau, comme ça vous ferez passer pour des gens qui sont bien insérés dans les bons milieux et qui peuvent jouer les snobs. C'est pour ça qu'il n'y a pas que 1% de la population qui dit qu'elle comprend. Les gens qui prétendent comprendre sont bien plus nombreux que 1%. Et donc, du coup, à force d'y croire, ça s'installe. Et le problème, c'est qu'à l'étranger, on a une image de nous misérable parce qu'un peuple qui installe Jeff Koons je crois que c'est Jeff Koons au château de Versailles,
Oui, dans la Galerie des Glaces. Anish Kapoor, c'était Anish Kapoor, je crois. Mais forcément, tu peux pas avoir une bonne image à l'étranger. Et donc ça, oui, tu as raison, ça participe de la politique mondialiste. Combien de touristes qui viennent de loin ont été déçus de trouver ça en plein milieu et ont trouvé que ça gâchait leur visite. Il y a des gens qui ont fait la moitié du monde pour arriver voir la Galerie des Glaces, ils se retrouvent avec des choses qui sont, en tout cas, qu'ils ne sont pas venus chercher, qui ne correspondent pas à leur goût, mais pour complaire à toute une certaine catégorie, une certaine élite mondialiste, je précise, je mets bien ce terme-là, ou cosmopolite, eh bien, voilà, on s'en fiche, si tu veux, de gâcher la vue du château de Versailles ou de la place Vendôme ou de ne sais où. Alors justement, enchaînons, ça fait vraiment écho, c'est intéressant, au combat culturel. Tu en parles, bien sûr, on connaît maintenant cette thèse de Gramsci. On sait que dans les milieux dits de droite, c'est le grand truc à la mode. On a gagné le combat culturel, on est en train de prendre la main. Nous, on s'est réapproprié Gramsci. Bon, la nouvelle droite a été attaquée pour ça il y a pas longtemps. Bon, factuellement, le fait que on ait cette forme-là d'art contemporain, cette Corinne Maziero à Canal+, est-ce que réellement on a gagné le combat culturel? Non, on a perdu le combat culturel, on n'arrive pas à le gagner, Olivier. Je ne sais pas si on l'a gagné ou si on l'a perdu, je ne saurais pas te dire. Pendant très longtemps, en tout cas, il commence à y avoir une inversion, si tu veux. Le combat commence depuis quelques années à changer d'âme. Parce qu'il est bien évident que, alors, bon, je suis plus âgé que toi, donc j'ai un recul. La culture mondialiste ne s'est pas imposée comme ça du jour au lendemain. Elle s'est infiltrée tout doucement dans les esprits. C'est petit à petit qu'on passe, chaque fois, on passe d'une étape à l'autre. On ne sautait pas les étapes. On allait d'une étape à l'autre, petit à petit, on faisait avaler ça, et puis après ci. C'était un petit peu comme cette fameuse affiche publicitaire des années 80. Alors, toi aussi, tu es trop jeune, bien entendu, mais il y avait une affiche publicitaire pour une compagnie d'assurance qui disait, alors on voyait une fille en bikini, et puis alors le lendemain, elle avait enlevé sur les affiches le soutien-gorge, et elle disait, demain, j'enlève le bas. Voilà. Donc, c'est un petit peu, tu vois, et puis finalement, elle avait enlevé le bas, mais elle s'était tournée, on ne la voyait pas de face. Bon. Et si tu veux, c'est cette espèce de, justement, de cheminement où on t'amène petit à petit à t'habituer à des choses qui paraissent de plus en plus outrancières et de plus en plus, je dirais, à contrario de ce que tu avais en tête en termes de valeurs, de critères à la base. Et donc, ça a quand même mis un certain temps, ça a mis 30 ans. Et puis, alors, pendant les années 90, on a vu vraiment, et 2000, on a vu vraiment la progression de ces idées se dérouler sans aucun obstacle, je dirais. Bon. Depuis 5-6 ans, quand même, il y a vraiment un contre-discours qui s'est développé, qui fait parler de lui, alors qui est, je dirais, plus fort dans certains domaines que dans d'autres, parce que tu vas me dire, c'est la vérité, les jeunes d'aujourd'hui écoutent du rap toute la journée. Bon, peut-être comme jamais auparavant, n'est-ce pas? Oui. Bon, il y a une espèce de culture, de la tolérance de tout, qui pousse, je dirais, à prendre en considération les problèmes des transgenres et autres. Bon, on n'entendait pas parler de tout ça il y a quelques années, mais j'ai quand même l'impression que c'est une accélération de la propagande mondialiste qui se fait dans, je dirais, le contexte d'une espèce de course de vitesse, parce qu'aujourd'hui, justement, les populistes se font entendre. Bon, et se font entendre de plus en plus. Et donc, de l'autre côté, les mondialistes sont obligés d'accélérer un petit peu leur programme. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils y allaient mollo-mollo pour que ça passe sans que ça se voit, suivant la fameuse technique que j'appelle du voleur chinois. Bon. Et là, j'ai l'impression quand même qu'ils sont obligés d'aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, au risque de se découvrir et de provoquer des réactions, parce qu'il y a encore 15 ans, tout ça avançait tranquillement, sans trop de contrariété, et ça pénétrait l'esprit des gens sans faire de vagues, je dirais. Aujourd'hui, ben, ça fait quand même des vagues. Aujourd'hui, on arrive à un point que il y a quand même une résistance en face. Alors, qui a gagné, qui a perdu, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a véritablement un combat qui s'est instauré qui n'existait pas ou pas autant il y a 10 ou 12 ans. Alors, selon ton analyse, l'école est vraiment devenue un relais de l'idéologie mondialiste. Et tu le dis, page 61 dans ton livre, je vais te citer. Bien sûr. Tu écris « L'école pourrait donc être l'antichambre de la résistance avec l'arme de la culture. Elle est devenue l'antre de la soumission en abandonnant toute ambition culturelle qui repose nécessairement sur l'effort.
car dans l'idéologie de la contre-culture, comme dans la propagande consumériste, l'effort passe pour une aliénation, une contrainte, une torture même. Pour reprendre Régis Debray, que je citais déjà tout à l'heure, il avait également cette belle formule: l'école républicaine ne délivre pas de messages, elle délivre tout court. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que les élites ne se renouvellent plus, les élites restent les élites, que l'ascenseur social est complètement cassé, que tu as, par le jeu de la dévalorisation de l'ensemble des diplômes scolaires, eh bien une baisse du niveau général. Sûr. C'est le fameux exemple de Jean-Paul Brigailly qui est très bon, hein. À l'époque, quand tu voulais devenir instituteur, il fallait avoir le baccalauréat en 1965. En 2020, si tu veux devenir instituteur, il te faut un bac+5. Bon, alors on met un petit peu de nuance dans le raisonnement si on veut. Lui, il grossit la ficelle exprès parce qu'il faut qu'on comprenne rapidement. Mais il dit voilà, le bac enfin le master de 2020 équivaut en termes de niveau au bac de 1965. Et c'est même pas vrai. Comment s'est passé cet effondrement de l'école? Quel est l'enjeu pour toi quelle a été la technique mise en place par les mondialistes derrière pour permettre à l'école de s'effondrer? Et surtout, comment nous, on peut reprendre la main et comment on peut relancer ça? Parce que personnellement, je crois que l'école fait partie du top 3 des combats que nous allons Absolument, mais je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Avec la sortie de l'Union européenne et avec la question démographique qu'il faut régler. Voilà. Et après, c'est l'école. Parce que si même on arrive à prendre la main sur le pays sur une génération et qu'on perd directement après, ça ne sert à rien. Il faut reprendre la main sur le milieu scolaire. Et je suis totalement d'accord avec toi. Alors moi, je suis d'une génération qui est charnière. C'est-à-dire que, Dieu merci, j'ai quand même connu plutôt l'école d'avant. D'avant quoi? D'avant les fameuses théories pédagogistes, sont elles-mêmes des théories qui sont construites sur le socle de ces fameuses théories déconstructivistes, existentialistes, structuralistes, tout ce que tu veux. Brigelli fait partir ça, il dit c'est à partir de Jospin 1989. C'est là où ça commence vraiment à partir en vrille. C'est possible, ça avait peut-être commencé avant, mais enfin, encore une fois, à titre expérimental. Moi, je sais que, par exemple, je vais te prendre un exemple, les cours de musique. Bon, mais quand j'étais gosse, cours de musique au collège, on étudiait l'opéra, on étudiait Mozart, je me rappelle Purcell, alors j'avais une prof de musique qui adorait Purcell, bon, très bien, alors ça rasait peut-être la plupart des gens, mais ça leur permettait quand même d'entendre ça, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre dans leur foyer. Ça créait, si tu veux, des vocations, n'est-ce pas? Ça permettait à des gens qui n'entendaient jamais ce type de musique, et encore, à l'époque, il y avait beaucoup plus de musique classique sur les grandes chaînes, c'est-à-dire qu'il y avait des soirées qui étaient consacrées à des concerts symphoniques, à Berlin ou à la Scala de Milan, etc. Alors là, tu n'en vois plus du tout, il faut aller sur les chaînes spécialisées. Bon. Donc, si tu veux, des enfants qui appartenaient à des milieux populaires avaient accès à de la grande musique, à une initiation à la grande musique. Bon, qui pouvait plaire, qui pouvait ne pas plaire, mais en tout cas, chacun pouvait y saisir quelque chose. Bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne dans les classes? Eh bien, la boulette de Diams. Je me rappelle de ça, puisque il y avait eu, et puis même tout le rap qu'on a maintenant, ouais. Et on t'explique qu'en fait, comment on t'explique ça? Par ces courants pédagogistes, ce n'est plus le maître qui doit délivrer sa science aux élèves, c'est un échange. C'est-à-dire que le maître doit apprendre autant de l'élève que l'élève doit apprendre du maître. C'est un échange. Bon. Et on doit apprendre en s'épanouissant. Bon. Alors, c'est vrai que d'apprendre la musique classique, bon, ça demande une initiation, ça demande un effort de l'oreille pour s'adapter à une musique qui est plus complexe, qui est plus difficile à appréhender, qui n'est pas une musique orgastique comme la musique rythmique, auquel on est très habitué aujourd'hui, hein, qui est une musique qui fait danser, hein, pour être clair. Ça, on a un rythme, on sent le rythme, ça vient tout seul. Bon, la musique classique, c'est une musique qui parle non pas au corps, mais à l'esprit. Donc, nécessite plus d'initiation et a fortiori quand les gens sont, je dirais, gavés de musique rythmique toute la journée. Il faut se réaccoutumer à tout ça. Bon. Donc, aujourd'hui, non accès à la musique classique que des enfants qui viennent de milieux, je dirais, culturellement élevés, où les parents prennent la peine de faire entendre ça aux élèves. Et puis, mais pour les autres, c'est du rap matin, midi et soir, et même à l'école. Bon. Donc, en fait, ça les enferme dans un certain milieu social ou une certaine pauvreté culturelle. Quand je dis pauvreté, c'est pas que je dis qu'on n'a pas écouté du rap, etc. Je dis que quand on n'a que ça, on s'enferme.
on est enfermé dans quelque chose qui, je dirais, nivelle vers le bas du point de vue de l'esprit, du point de vue de l'esthétique, du point de vue de tout ça. Et Surtout qu'ils après, étaient au courant. Enfin, pour le coup, les bien personnes sûr, et tout ça, Bourdieu les avait suffisamment prévenus. George Peterson a refait des études à bien la fin des sûr, années 90. Voilà, on connaît le concept en fait. On sait très bien mais que la pauvreté culturelle, ça enferme, ça empêche de progresser, ça empêche de profiter de l'ascenseur social. Finalement, quand aujourd'hui tu apprends Weshden à l'école quand tu fais tes cours de musique en quatrième, bah, devenir Weshden, devenir Ayaka Nakamura pour une jeune femme de banlieue bien sûr. qui a peut-être 500 mots de vocabulaire, bah, c'est peut-être la meilleure façon pour elle de prendre l'ascenseur social et de progresser. Et ça, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'il y a tout un C'est pan une de la réalité, mais population alors il y a même pire que ça, mon cher Maxime, et j'en parle dans mon livre. C'est la télé-réalité qui est un nouveau format qui répond complètement à tous ces critères, qui... je dirais, de nivellement par le bas. Et j'en parle aujourd'hui encore dans un article qui est sorti sur Boulevard Voltaire. C'est la télé-réalité, parce que la télé-réalité, on propulse au rang de star des gens qui n'ont aucun talent, qui n'ont qu'une forme de désinhibition devant la caméra, une envie de s'exhiber à tout point de vue, que ce soit du point de vue physique, mais aussi du point de vue mental, qui ont, je dirais, apparemment très peu de culture, très peu d'intelligence, même qui sont présentés comme ça d'ailleurs, et on en fait des stars. On en fait des stars, toujours suivant le fameux principe de nivellement par le bas, puisque de toute façon, il n'y a pas à répondre à des critères, il n'y a plus à obéir à des critères qui élèvent, c'est le contraire que nous ont expliqué tous ces fameux théoriciens. Il faut en fait y aller suivant ses envies, suivant ses pulsions. Mais les envies, les pulsions des classes les plus ordinaires et les moins cultivées, c'est de s'amuser toute la journée avec des fichets, des fringues, de la musique, de l'alcool, etc. Bon, et c'est ça. Alors, et c'est ça qui est promu au rang d'exemple par les principaux canaux de divertissement. Bon. Alors déjà, l'école devrait essayer d'aller à l'encontre de ça. Mais le fait-elle? Pas du tout, puisque là où elle a l'occasion de présenter une contre-culture, alors c'est amusant maintenant, hein, c'est la vraie culture qui est devenue une contre-culture qui est censée affronter, je dirais, l'intertainment dominante. Eh bien, au lieu que l'école, je dirais, présente comme une arme essentielle la vraie culture face à ça, eh bien, elle a baissé les bras et elle n'ose pas aller contre ça, tout simplement pour préserver une espèce de paix sociale dans les écoles, et toujours en vertu de la fameuse idéologie qui veut qu'il n'y a pas un dominant, un dominé, il n'y a pas un maître et un élève, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et j'ai entendu parler il y a quelques mois d'une école qui a été créée où finalement une école privée, hein, suivant une méthode, je ne sais plus laquelle, pas la méthode Montessori, ça va même au-delà, c'est les enfants qui disent ce qu'ils vont faire de la journée. C'est-à-dire, c'est eux qui fixent l'emploi du temps et l'agenda. Voilà jusqu'où ça va, n'est-ce pas? Donc, il est bien évident que l'école est l'un des instruments que nous devons, nous réapproprier avec nos critères, nos valeurs à la fois de droite, nationale et morale et culturelle. Et c'est véritablement l'un des éléments essentiels du combat où, pour le moment, eh bien, effectivement, la gauche, le mondialisme en profitent pour affermir, je dirais, leur domination sur les esprits. Allez Olivier, on arrive dans la dernière partie de l'entretien. Là, ça va être riche. J'ai beaucoup apprécié ton analyse finalement en entonnoir que tu fais à la fin de ton livre, où tu dis qu'il existe 5 verrous qui verrouillent justement les sociétés occidentales et qui empêchent, ou qui devraient empêcher plutôt le mondialisme de triompher. Ces 5 verrous par ordre de décroissance en termes de taille sont la nation, le peuple qui compose cette nation, la famille, le couple, et puis la religion qu'on ne peut pas vraiment quantifier en matière de taille. Euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces verrous-là? Pourquoi? Là, par contre, tu prends ton temps pour répondre parce que c'est une question large. Euh, Pourquoi ces Ah. 5 points sont des verrous? Tu peux prendre un temps pour chacun et nous dire est-ce qu'il y en a qui ont mieux résisté que d'autres et sur lesquels il faudrait qu'on travaille en priorité pour reprendre la main. Alors, les 5 verrous, alors je ne sais pas par lequel on va commencer, hein, il y a la religion.
la religion, c'est Dieu. Dieu, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Et c'est la verticalité. C'est la verticalité. Et c'est quelque chose qui nous impose une morale qui est censée être universelle, c'est-à-dire qui est censée s'appliquer à tout le monde. Puis, l'esprit religieux, c'est aussi un esprit de spiritualité, où on va essayer, je dirais, de réfléchir sur le long terme, de penser à l'autre. On va essayer d'élever son esprit. On va essayer de respecter son environnement, à la fois la nature, des règles qu'on considère comme un droit naturel. Je dirais, la religion façonne les gens dans un certain sens. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde devient des saints, mais ça veut dire que ça les oriente plus ou moins vers une certaine forme de comportement. Bon. Le mondialisme prétend faire de nous des consommateurs égocentristes, compulsifs, égotistes et narcissiques. C'est-à-dire tout le contraire de ce que nous impose la religion. Le mondialisme est censé nous enlever tous les repères qui viennent de l'extérieur, les critères moraux, les valeurs fondamentales, les normes, les conventions de comportement, les modes de comportement en société, etc. Donc la religion, c'est vraiment, je dirais, la base à laquelle il a fallu s'attaquer. Et d'ailleurs, Huntington, qui est en cela repris par Michel Onfray, considère que, et Spengler également, vous voyez cela comme ça, pensait que la base, ce qui fait une civilisation, c'est sa religion, c'est la base. Ce qui fait une civilisation, à la base, au fond des fonds, c'est une religion. Il est évident que notre civilisation occidentale, elle est fondée sur le christianisme. Le christianisme, dans ses grands traits, c'est quoi? C'est l'esprit de liberté individuelle, mais dans la responsabilité. C'est-à-dire que le christianisme est une religion qui n'est pas une loi, qui se décline avec des règles bien précises qu'il faut suivre, comme par exemple dans l'islam, mais qui impose un certain type de comportement et un certain type de valeurs qu'on doit appliquer suivant évidemment le contexte où on se trouve et suivant l'esprit qui est le nôtre. Donc il y a toujours une part de liberté, mais qui est conditionnée par la responsabilité qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Bon. Et c'est très important, je pense que c'est un des critères déterminants qui fonde l'esprit de l'homme occidental et qui l'a amené à, je dirais, cette civilisation libérale que nous avons depuis plusieurs siècles maintenant. Quand je dis libérale, alors évidemment, c'est le mot valise où tout le monde y met ce qu'il veut, et bon, on parle aussi de l'esprit humaniste individuel, dans le bon sens du terme, et non pas de l'esprit égotiste vers lequel notre société, évidemment, a dérivé. Donc la religion, c'est vraiment, à mon point de vue, la base qui a été attaquée par l'esprit mondialiste, et on voit bien aujourd'hui, au bout de 40 ou 50 ans, les dégâts, puisque le christianisme imprime de moins en moins à nos sociétés, le christianisme qui a été considéré comme véritablement une oppression, de l'hypocrisie, la justification des pires crimes, esclavage, colonialisme, etc., bon, a été attaqué au pilon de tous les côtés, à la fois, je dirais, par les intellectuels de gauche, mais également, encore une fois, par tout le monde du divertissement, les médias, etc. Et c'est l'un des fondements, c'est l'un des verrous qui a quand même largement, je pense, cédé ces dernières années. Ensuite, nous avons la famille. Quand je dis famille, c'est la famille traditionnelle. Cette famille traditionnelle, alors c'est André Gide, je crois, qui disait famille, je bouais, porte close, secret dérobé, derrière les portes fermées, etc. Enfin, pour lui, la famille, c'était l'enfermement. C'était, je dirais, l'absence de contact avec les autres, et c'est véritablement des valeurs qui sont transmises de génération en génération, à la fois dans le temps et puis dans un cadre géographique et de relations clos. Bon. Alors qu'en réalité, comme le disait Christopher Lasch, la famille, c'est le dernier refuge dans un monde impitoyable. C'est ça la réalité de la famille. La réalité de la famille, c'est tout à fait ça. Mais au contraire, les penseurs de la déconstruction, donc je viens de citer Gide, qui n'est pas un penseur de la déconstruction, mais enfin un littérateur, on va dire, de la déconstruction, pensait au contraire que c'était la pire aliénation, puisque c'était je dirais le foyer de formatage des personnes suivant des critères qui sont des critères
du passé, la transmission du passé. Bon. Donc la famille, évidemment, est le deuxième critère, je dirais, qui a été attaqué au marteau-pilon, et en particulier cette famille traditionnelle qui répond encore une fois à des canons qui existent depuis des siècles et des siècles, que l'on veut en fait détruire en la faisant tomber de son piédestal et en la confrontant avec d'autres types de familles, des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles LGBT. Bon, enfin, bientôt maintenant, on commence à voir apparaître des couples à trois, des choses comme ça. Enfin, si tu veux, c'est véritablement le deuxième foyer, le deuxième verrou qu'il fallait faire sauter. Là aussi, l'attaque au pilon s'est faite de tous les côtés, hein, qu'il s'agisse de l'information, du divertissement, etc. Et ça a eu un impact du législateur, hein, qui a embrayé. Hein, le législateur a embrayé, je dirais, sur ces attaques à travers toute une série de lois qui atomisent de plus en plus la perception qu'on a de la famille. C'est donc ce fameux deuxième verrou qui a été largement attaqué et qui est aujourd'hui largement entamé. L'autre verrou essentiel, c'est le verrou de la nation. Bon, alors là, on parle évidemment de ce qui fait le plus hurler les mondialistes, on va dire. Parce que nation, nationalisme, fascisme, tu vois, on saute vite d'un espace à l'autre, et donc on a attaqué la nation au pilon en la ramenant systématiquement au nazisme. Et aujourd'hui, quand tu dis il y a trop d'immigrés en France, on fait rentrer n'importe qui, ça devient une vague qui va nous emporter, eh bien, tu te fais traiter de nazisme. Enfin, je te rappelle, quand même, le nazisme, c'était tout à fait autre chose que ça, n'est-ce pas? C'était l'idée d'une race supérieure, et l'idée que cette race supérieure pouvait massacrer les autres parce que les autres ne valaient rien à côté d'elle. Donc, je ne pense pas que quand on dit qu'une nation a trop d'immigrés doit quand même, je dirais, être constituée par ses ressortissants d'origine, et pour eux, bon, ben, ça n'a aucun rapport avec le nazisme. Et d'ailleurs, il y a des pays aujourd'hui qui pratiquent ce nationalisme, entre guillemets, sans être traités de pays nazis, comme par exemple le Japon, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Bon. Mais dans la doxa mondialiste, tout de suite, on parle nation, on est ramené au nazisme. C'est je dirais, une antienne qui agit sur le cerveau reptilien des gens et qui permet, je dirais, d'obtenir une certaine forme d'adhésion, dans certains cas, en particulier au moment des élections. Bon. La nation, c'est aussi évidemment l'un des éléments de l'éducation des gens. C'est ce qui formate une partie de la personnalité et de l'enracinement des gens. Sauf que le mondialisme peut créer des individus complètement déracinés, qui n'ont plus aucun repère, qui ne considèrent pas que leur pays, c'est le leur, ça leur apporte quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est différent, c'est, je dirais, quelque chose qui leur tient particulièrement à cœur plus que d'autres. Lévi-Strauss disait, il est normal que toute nation, tout groupe, toute civilisation se considère comme supérieure aux autres. C'est ce qu'il disait. C'est la norme. C'est normal que nous, Français, on considère qu'on est meilleur que les autres. Que les Allemands considèrent eux et que les autres, etc. Bon, ou qui sont dans la norme. Bon. On a fait exploser ça. C'est-à-dire, on vous a expliqué, mais non, vous, les Français, vous n'êtes pas mieux que les autres, vous êtes même pire d'ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on nous raconte toute la journée, en particulier à travers l'école. Donc, tout ce qui formait, je dirais, un enracinement de la personnalité dans un État, une géographie et des valeurs a été également attaqué au pilon. Une fois que tout ça est mis à bas, il est bien évident que, je dirais, on a attaqué très profondément tout ce qui ancrait les individus dans une certaine forme de certitude, dans des valeurs, des croyances et, je dirais, des certitudes. Tout ceci a explosé, et c'est ça la grande misère de l'homme postmoderne. C'est-à-dire qu'il n'est plus sûr de rien, il ne croit plus en rien, et il ne sait plus si ce qu'il fait ou ce qu'il est vraiment quelque chose de vraiment bon pour lui, si c'est vraiment l'excellence, si c'est ce qu'il recherche. Il ne sait même plus ce qu'il recherche et là où il veut aller. Et donc, il y a une désorientation des individus qui, ensuite, font face, je dirais, au rouleau compresseur de la propagande mondialiste, des écrans partout. Nous sommes une génération qui
qui, je dirais, est influencé sous le prisme, sous l'hypnose d'écran permanent. Ces écrans, de l'autre côté de l'écran, il y a bien souvent les GAFA, les grands groupes, les multinationales, etc. Eh bien, cette propagande pénètre d'autant plus facilement que on a, je dirais, introduit le verre dans tous les fruits auxquels les citoyens modernes, je dirais, mangeaient et y trouvaient leur compte. Et donc, nos individus complètement isolés, esselés, face, je dirais, à une multitude de choix possibles, ben, bien souvent s'y perdent et c'est le grand malheur de l'homme postmoderne actuel de ne plus savoir où il va et ce qu'il veut. Merci pour ta réponse, Olivier. J'ai une toute dernière question. Quel était ton objectif au moment où tu as publié ce livre, au moment où tu l'écrivais? Est-ce que tu visais un public en particulier avec? Parce que l'exercice de synthèse auquel tu t'es livré, est-ce qu'il avait pour objectif de former une partie des jeunes qui allaient rejoindre notre camp et qui avaient besoin de connaître rapidement les enjeux? Est-ce que l'idée, c'était de vraiment faire un condensé de ce que tu avais déjà fait dans tes précédents travaux et de nous offrir en quelque sorte un livre qui, cette fois, n'est pas tant une synthèse des problèmes que rencontre la France, mais une synthèse de tes écrits précédents? Quel était ton objectif et est-ce que tu penses que tu as atteint cet objectif? J'espère que je l'ai atteint, mais ça, c'est au lecteur de me le dire, hein, parce que là, moi, je ne juge pas mes propres productions. J'essaie de faire de mon mieux. Donc, je suis un artisan de l'essai politique. Et alors, en fait, mais c'est une bonne question quand même que tu me poses. Tu avais écrit précédemment la mondialisation totalitaire. Oui. Et dans la mondialisation totalitaire, donc, je démontais le système mondialiste, mais du point de vue économique et géostratégique. C'est-à-dire comment toutes les conditions économiques, les conditions politiques, les géostratégiques nous amenaient et nous poussaient vers un système mondialiste, c'est-à-dire l'aboutissement d'un gouvernement mondial et l'abattement définitif de toutes les frontières pour unifier tous les peuples en un seul. C'est ça le mondialisme. Et bon, mais le livre est sorti, le livre a bien marché d'ailleurs, il a eu un certain écho. Il est classé d'ailleurs parmi par un grand site critique qui s'appelle 5 livres comme étant l'un des 3 meilleurs livres publiés sur la mondialisation, je tiens à le préciser. Ça, c'est pour. Mais malgré tout, j'ai constaté qu'il y avait un manque. Dans ce livre, il y avait un manque. Et le manque, c'était parce que bon, je vois bien les gens. Je veux dire, ça encore, c'est toujours ma confrontation avec, je dirais, ce que j'ai vécu. Je vois bien qu'à travers ma génération, mais également ta génération, il y a une très forte évolution des mentalités par rapport à des générations que moi j'ai connues, que toi tu n'as pas connues, qui sont les générations qui sont nées bien avant même la Première Guerre mondiale, puisque moi j'ai connu, encore une fois, j'ai appris à lire avec c'est mon arrière-grand-père qui m'a appris à lire, il est né en 1896. Bon, et lui en 14, il est parti à la guerre, mais alors, mais il était content, mais c'était merveilleux pour lui de partir à la guerre. Est-ce que si on t'envoie à la guerre, toi, demain, tu vas être content? Non. Donc, ni toi, ni moi, ni personne d'ailleurs, mais eux, ils partaient. Alors, c'était dans leur tête encore, évidemment pour ceux qui en ont réchappé, parce que malheureusement, beaucoup n'en sont pas revenus, et puis beaucoup sont revenus aussi dans un état calamiteux, mais pour ces jeunes-là, c'était vraiment l'héroïsme. Ils passaient, en plus, les Français ont gagné la guerre, ça passait pour la meilleure armée du monde. Donc, ils sont revenus couverts de gloire. Même s'ils ont souffert le martyre, parce que mon grand-père m'a raconté ça, même s'ils ont souffert de martyr, toute la gloire qu'ils ont eue derrière, eh bien, c'est quelque chose qui les a fortement imprégnés. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on est passé de ça, donc mon grand-père, à ce que nous sommes, nous, aujourd'hui? Et ce que sont en train de devenir les jeunes, qui vont un petit peu toujours dans ce même sens. Et c'est qu'on ne leur mettait pas les mêmes choses dans la tête. Voilà, tout simplement. C'est que mon grand-père, c'était un des fils de ces fameux hussards noirs de la République qui, justement, dans un monde clos qui était celui des campagnes, eh bien, venait leur amener le message de la nation. Il venait leur amener le message de la nation, du civisme, de ce qu'est un monde français. Quel était le message? On vous disait, vous voyez, nous, nation française, État français, on vient, on vous amène le savoir. On vous amène la possibilité de vous élever. On vous amène le progrès scientifique, on vous amène des voitures, on vous amène l'électricité, l'adduction, on vous amène ci. Mais vous devez rendre tout ça en servant la nation
à la fois par votre travail, en apprenant à l'école, et puis en allant combattre pour ce pays qui vous offre tout ça. C'était ça, véritablement, ce qu'on mettait dans la tête des gens. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte évidemment complètement différent, où l'école n'est qu'une voie parmi tant d'autres, et c'est une voie qui est tellement, je dirais, dont l'écho a tellement baissé, qu'elle est obligée de s'aligner sur l'immense écho de, encore une fois, tous les écrans, tous les divertissements. Alors, à mon époque, c'était les bandes dessinées, mais enfin, maintenant, ça va bien au-delà, c'est les téléphones portables, le cinéma, etc., etc. Donc, j'ai voulu montrer aux gens comment on est passé d'un point A à un point B à travers toute une propagande qui a été insinuée dans nos esprits et qui, à mon avis, nous conduit, en tout cas dans cet excès-là, vers véritablement la démolution, la destruction de nos nations. Et il ne faut pas oublier, parce que c'est ça qu'on oublie très facilement, c'est que c'est bien beau, effectivement, de pouvoir voyager. Alors, on va au Mexique, on va en Thaïlande, on va partout. On a vraiment une ouverture qui est formidable, tout ce que vous voulez. Mais enfin, nous sommes quand même, nous, Français, nous avons la chance de vivre dans un pays qui est, et était encore plus avant, mais est toujours l'élite mondiale. Très peu de pays offrent à leurs habitants des conditions comme la France. En termes de liberté et de niveau de vie, il n'y a que les autres pays d'Europe, États-Unis, Canada, Australie, bon, même le Japon, bon, je suis pas sûr que les gens soient aussi libres. Enfin, donc dans le monde, il y a peut-être une vingtaine de pays qui ont les standards de vie et, je dirais, les standards de liberté que nous avons. Une vingtaine de pays. Eh bien, tout ça, nous sommes en train de le perdre parce que nous nous sommes ouverts à tout, justement. Toute cette perte de liberté qui est en train de nous menacer, c'est justement parce que nous avons perdu cet esprit de défense de nos valeurs, de défense de ce que nous avons, de défense de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine économique, de nos libertés. Nous avons complètement perdu cet esprit parce que nous sommes, je dirais, complètement endormis dans le bain de divertissement et je dirais d'ouverture, qui fait que finalement, on va préférer d'autres pays parce que bon, il y a plus de soleil ou je ne sais quoi. Et au final, nous sommes les grands perdants de cette mondialisation et de ce mondialisme. Parce qu'évidemment, tous les ressortissants qui peuvent venir d'Afrique, du Pakistan et d'autres, et qui ont la possibilité de partir de chez eux, ben, ils sont contents d'en partir. Parce que bon, mais bien souvent, c'est pauvre ou c'est difficile, il y a des dictatures. Mais nous, Français, ce que nous perdons avec ces capacités d'ouverture, c'est l'avantage énorme qu'avait notre pays sur tous les autres. Et c'est ça que nous sommes en train d'engloutir aujourd'hui, après 30 ans de propagande, même plus que ça, 50 ans d'une propagande mondialiste intensive. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Bon, et bien sur ces bons mots, on va se quitter. Réveillons-nous, ne laissons pas la France partir Ben voilà. complètement en faillite. Évidemment, réveillons-nous. J'espère que cet entretien trouvera, lui, son objectif, qui est de renvoyer un maximum d'auditeurs vers ton travail, puisque, alors, voilà, vous voyez, l'entretien a duré 1 heure. Le livre, on est à combien on est à un petit peu moins de 300 pages sur le livre. Il y a énormément de chapitres, un beau travail qui a été effectué. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. C'est que ce soit pour des gens qui ont déjà lu le gros de la littérature de notre camp, comme pour des gens qui découvrent. En fait, c'est toujours intéressant de se remettre dans une synthèse et de remettre de l'ordre dans la chronologie des événements et dans nos idées. Donc, c'est un exercice qui est intéressant, quel que soit le public qui va s'y pencher. Néanmoins, bon, je sais là que l'audience du Club du Mercredi est en bonne partie constituée de gens qui découvrent nos idées par l'intermédiaire de personnes qu'on a fait venir par le passé. Hein, on salue les amis qui sont passés sur cette antenne, Pierre-Yves Rougiron, Stéphane Edouard, Julien Rochdy, entre autres. Michel Drac aussi, s'il a la santé qui nous entend, voilà, on le salue également. Mais voilà, ce sont des gens qui nous ont apporté beaucoup de public. Et là, il faut que ce public s'intéresse donc au mirage mondialiste et puisse mettre de l'ordre dans ses idées et une certaine chronologie dans les événements. Voilà, bon, très simplement, je voulais terminer là-dessus. Olivier, je te remercie d'avoir accepté le principe de cet entretien. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Alors que tu le saches quand même, mon livre a marché très fort pendant 3-4 mois. Hein. Il était en tête des ventes de livres politiques pendant plusieurs semaines en France, mais aussi en Belgique, en Suisse. Et je pense que, je dirais, sa qualité, je dirais, sa facilité à lire. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi qu'il est quand même assez facile à lire.
Et puis, ça parle vraiment de problèmes concrets. Les gens vont tout de suite se retrouver dans leur vécu, dans ce livre. Et c'est ça, je pense, qui va le plus plaire à tous ceux qui voudront se le procurer pour approfondir les sujets. C'est ça. C'est pour ça que le livre de Stanislas Berton, Si la France retrouvée, a du succès, qui est un très bon livre également. C'est précisément parce qu'il faut s'adresser avec simplicité à un public qui est en demande d'arguments, qui est en demande de compréhension, qui n'est pas en demande de verbiage. Et ça, c'est la qualité de tes écrits. C'est que justement, on évite le verbiage et on va directement à l'essentiel. Exactement. Ça, mais effectivement, j'ajoute, pour terminer cette fameuse dernière question, que à l'époque actuelle, donc quand on voit un petit peu tous nos malheurs depuis cette crise du Covid et cette chute de l'Occident, beaucoup de gens se posent énormément de questions et ce livre essaye de répondre en partie aux questions aujourd'hui, c'est-à-dire que sommes-nous en train de devenir, nous Français, nous Occidentaux, dans ce monde qui est en train de nous échapper, hein. Et je pense qu'il est en train vraiment d'échapper aux peuples occidentaux qui ressentent très fortement le déclassement de leur pays et de leur société. Et j'espère que les gens vont mieux comprendre ce qui se passe en lisant mon livre. Bon, Olivier, je te dis à très bientôt, puisque tu nous feras également le plaisir d'être notre deuxième invité sur le nouveau format du Club du Mercredi, hein, le Discord, où tu seras interrogé par nos contributeurs en toute liberté, en toute franchise. Je sais que tu es à l'aise avec l'exercice, donc ça va être aussi une émission intéressante, donc qui suivra certainement cette émission-là. Chers amis, restez connectés. À très vite, Olivier. À bientôt. Bonsoir à tous.